Podcast Échec Avant, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, Deck pour qui s'abreuvoit, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, FDHL, Focus Gardien de but, Cadence Virtuelle. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Podcast du 23 décembre 2024. C'est parti! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte, la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre Échec Avant, le podcast sportif, là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, à l'aube de la veille de Noël, quoi de mieux qu'un podcast CH, un podcast NFL. Et oui, mesdames, messieurs, bienvenue à votre édition du 23 décembre 2024. Accompagné pour le segment LNH de nos deux fidèles collaborateurs, Danick Boudreau et Simon Orphanos. Les boys, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Ça va bien, Simon, comment ça va? Oh, Simon qui semble avoir un petit problème là, technique. Donc, j'imagine, là, reviendra des nôtres sous peu. Ce soir, mesdames, messieurs, plusieurs points sont de mise sur la table. Notamment, eh bien, on va aborder les performances de Patrik Laine dans les derniers matchs depuis son retour avec le Canadien. Il est tout feu, tout flamme. Lorsque le Canadien est en avantage numérique, les autres équipes ont peur parce que Patrik Laine, comme Alex Ovechkin, est dans son champ de bataille, est dans son cercle de mise en jeu, et dans son spot, comme on pourrait le dire si bien. Donc, on va en parler là de Patrik Laine. Et qui dit performance de Patrik Laine dit le Canadien sur une séquence de 3 victoires consécutives. Et je vous pose la question suivante. Suite aux performances de Patrik Laine et aux victoires qu'accumule le Canadien depuis 3 matchs, est-ce qu'on peut espérer voir le Canadien retrouver le chemin vers le fameux mix? Ensuite, on va aborder la fameuse question Cayden Primo. Parce que là, Samuel Montembeault qui goal sans arrêt. Et ça me fait penser un peu à l'an passé avec Jake Allen. On faisait plus goaler Jake Allen. Donc là, c'est à se demander qu'est-ce qu'on va faire du côté du Canadien avec Cayden Primo. On le sait que Jacob Dobeš en bas est blessé. Est-ce qu'on va tenter par la voie des transactions? Est-ce qu'on va laisser la situation telle quelle pour le moment? Chose sûre, on ne pourra pas éterniser là, les départs de Sam Montembeault parce qu'on va le brûler. Lane Hutson, peut-on espérer Lane Hutson vers le Norris? Bilan de saison de Kirby Dach jusqu'à présent. Prolongation de contrat pour Jake Evans, Yoel Armia et David Savard, on va en parler. Et s'enchaînera par la suite le segment NFL. On a du pain sur la planche. Le coach Arfi qui semble être de retour. Comment est-ce qu'il va, mon homme? Est-ce qu'il m'entend? Oh, que ça semble être difficile, là. On va poursuivre en attendant avec Danick qui est avec nous. Danick, premièrement, Patrik Laine,
troisième étoile de la semaine, de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey. Patrick Laine est tout feu, tout flamme depuis son arrivée avec le Canadien. Il est en santé. Il a retrouvé ses repères en avantage numérique. Ce gars-là a 8 buts en avantage numérique à ses 9 derniers matchs. Il totalise 9 points, différentiel de moins 7. J'ai envie de te demander... Bon, c'est sûr, je vais te demander, es-tu satisfait? Tu vas me répondre oui, mais... Est-ce que... En fait, j'arrive pas à... Comment je pourrais poser ma question? Suite aux performances de Patrick Laine, est-ce que il y a une lueur d'espoir chez les partisans du Canadien pour une position dans le mix? Ben, Marc-Olivier, on le sait que Patrick Laine, là, est en santé, on le voit. Puis quand il est en santé, c'est une vedette. On se le cachera pas, là. J'adore ça en power play. C'est sûr qu'il est incroyable. Il flash. On met un Nick Suzuki avec lui, on met un Caulfield, on met un Edmondson aussi. Ça facilite la tâche. Il circule la rondelle. De mon côté, c'est sûr, sa performance, c'est sûr qu'on peut rêver dans le mix. C'est sûr qu'on n'est pas loin. La dernière fois, j'ai checké, je pense qu'on était à 7 points. 7 points, c'est pas beaucoup. 7 points, si le Canadien continue de cette envolée-là, puis les autres n'en perdent, oui, on peut croire à un mix, mais moi, il y a un petit point où ça va venir, puis c'est à 5 contre 5. Puis c'est même pas contre Laine, mais je pense que c'est les deux gars qui jouent avec lui. Tu sais, je sais que tu vas parler de Kobidak tantôt, mais un gars comme Kobidak à 5 contre 5 va devoir rendre meilleur ses alliés, puis il le fait pas en ce moment. Fait que pour moi, le 5 contre 5 de Laine, c'est pas de sa faute. Je pense que si on lui donne un Nick Suzuki, un Caulfield ensemble, avec lui à 5 contre 5, on va voir quelque chose de différent, mais on le voit en powerplay que ça fonctionne. Il est extraordinaire. Si on a un deuxième centre pour jouer avec Laine, le mix, il peut être très près qu'on peut le penser. Je vous l'ai dit, à JC, à TVA Sport, on a le coach Bergy, on a le coach Michel Bergeron à l'échec avant, on a le coach Arpanos, les problèmes sont réglés. Mon Harvey, vêtu du Canadien, le Canadien ce soir à Columbus. Qui dit Canadien dit Patrick Laine. Peut-on espérer retrouver le chemin vers le mix? Ben, tu sais, moi, je suis d'accord avec ce que Derek a dit. C'est sûr qu'il va falloir un deuxième centre. Je pense que Newhook, sur un court terme, pas sur un long terme, c'est un joueur de troisième trio, mais sur un court terme, fait le travail parce qu'il amène de la vitesse. Puis on le voit de plus en plus avec le premier en échec avant grâce à cette vitesse-là. Fait que je pense, puis côté défensif, justement, sa vitesse aide à revenir, à aider le défenseur. Je pense qu'il est quand même assez fiable défensivement. C'est plus un joueur de centre fort. Kirby Dack se réveille pour aider Patrick Laine. Si on met Patrick Laine avec Nick Suzuki à 5 contre 5, c'est sûr que ça va aider Laine à être meilleur à 5 contre 5. Sauf que là, ça devient un autre problème. Parce que qui tu descends? Est-ce que tu descends Caulfield? Est-ce que là, c'est Caulfield qui ne fonctionnera pas? Est-ce que tu mets les deux francs-tireurs avec Suzuki, puis là, ça devient juste une ligne à surveiller pour l'équipe adverse? Tu sais, tout ça déboule à cause de la position de centre numéro 2 présentement, qu'on n'a pas parce que Dak ne fait pas le travail. T'sais. Est-ce que Kirby Dak est vraiment un centre numéro 2? Tout le monde se le demande. En ce moment, l'année passée, on disait avant sa blessure, hey, il pourrait peut-être jouer première ligne. Est-ce qu'il va être capable de dépasser même Suzuki dans la hiérarchie? Puis là, on voit cette année que c'est flat. T'sais. Est-ce que sa blessure vient en compte? Oui, c'est sûr. Sauf que je suis tanné d'en parler à un moment donné. Là, ça fait plusieurs matchs. Ça fait au-dessus de 30 matchs que tu es là, là. La saison est commencée. Tu devrais reprendre ton beat. Là. Fait, là, on cherche à savoir est-ce que c'est vraiment un joueur de centre numéro 2. Est-ce qu'il va pouvoir aider Patrick Laine à rester le joueur étoile qu'il est à 5 contre 5? Parce qu'on sait qu'en avantage numérique, c'est une arme. Toutes les autres équipes le savent. Puis c'est comme Ovechkin, c'est comme Kaprizov, tout le monde. Kucherov, le monde, ils savent qu'il est là, mais t'es pas capable de l'arrêter parce qu'il est puissant. Tout simplement, il est précis, il est puissant. Fait que pour répondre à la question au final, est-ce qu'on peut revenir dans le mix? Je pense qu'on peut se battre à rester pas trop loin du mix pour être à la porte d'entrée des séries. Est-ce qu'on va être capable de le faire? L'autre question, c'est est-ce qu'on va avoir un Golder numéro 2 pour appuyer Montembeault? Ça, ouais. Je pense qu'on va en parler plus tard, là, mais ça devrait être une grosse question aussi parce que Montembeault va se brûler par les deux bouts. Chose qu'on sait présentement chez les Canadiens, c'est que l'avantage numérique fonctionne. Je pense que c'est la première fois depuis des lunes qu'on voit un avantage numérique fonctionner. Caulfield, Suzuki, Hudson, Slafkowski, Laine. Caulfield à la pointe,
Liney dans son cercle. Ça semble fonctionner. Certains étaient sceptiques. Caulfield ramasse ses points quand même. 12e en avantage numérique à 22,4%. 9e au désavantage numérique avec 82,3% d'efficacité. Vous avez parlé de Kirby Dach. Bon, son bilan de saison est simple. Il est pas bon. Retrouve pas son air d'aller. On passera pas par 8 chemins. Est-ce que faut commencer du côté de Kent Hughes à penser à transiger pour un centre numéro 2 ou selon vous, Kent Hughes va être patient jusqu'à la fin de la saison? Parce que là, c'est bien beau vouloir être dans le mix, mais je pense pas qu'on va réussir à atteindre le mix en ayant Kirby Dach au poste de centre numéro 2. La ligne est mince au centre. Là. T'as Suzuki qui fait très bien, t'as Jake Evans qui est tout feu, tout flamme, qui est sur un pace de plus de 40 points cette saison. T'as Kirby Dach qui dort sa Switch, pis t'as Dvorak qui est encore en Arizona, pis il n'y a plus de club en Arizona. Là. Fait que, à un moment donné, je veux dire, est-ce que si vous êtes Kent Hughes, là c'est la période des fêtes, on peut pas transiger, mais on peut quand même appeler des DG. Est-ce qu'on commence à discuter pour une transaction pour un centre numéro 2? Là, on a amené un défenseur défensif pour stabiliser la défensive. On a parlé d'un deuxième gardien tantôt, on va y revenir. Faut songer à y penser là, pour le deuxième centre. Je suis très d'accord avec toi. La pocket, là, je sais pas comment t'appeler. Des fois, ça va sortir Marc-Olivier. Mais bon. Non, c'est sûr, de ce côté-là, je pense qu'on doit être réaliste. On doit donner des coups de téléphone. On doit écouter parce que, comme tu dis, tu sais, Kovidak, Christian Dvorak, là, les deux ils ont 2 buts en 33 games. Pour un centre de numéro 2, là, ça peut pas fonctionner. Là. Tu sais, t'as 11 points, 9 points, là, c'est impossible pour moi. Sur un troisième trio, peut-être. Tu sais, Evan fait mieux que ces deux-là. Puis, tu sais, imagine que l'aîné joue avec un gars de Kobidak qui n'est pas capable d'y donner une rondelle, pas capable de rendre ses alliés meilleurs. Fait que pour moi, oui, on doit écouter. Présentement, la saison, est-ce qu'on va être dans les séries? Les chances sont minces. Moi, je pense qu'on doit se regarder dans le miroir, le Canadien. On voit nos joueurs, on voit avec qui qu'on va avancer. Est-ce qu'on va avancer avec Kobidak? Est-ce qu'on va avancer avec Dvorak? Je crois pas. Fait que comme ça, oui, on doit écouter, puis on doit s'améliorer pour être dans la porte des séries, comme Simon dit. Moi, je suis très d'accord avec lui. Et tu sais, encore là, on a parlé de Jake Evans qui va super bien. Pourquoi Jake Evans va super bien? Parce qu'il est dans sa chaise. T'sais, Martin Saint-Louis en a parlé au début de la saison, tout le monde a bien ri. Là, la chaise est à qui prend la chaise. Là. Mais Evans, il est dans sa chaise. Oui. Il est dans son rôle. Il est sur un 4e trio. Il joue avec 2 gars qui se compliquent pas la vie en Armia puis Heinemann. Il joue en désavantage numérique, il fait le travail, il prend son rôle au sérieux, puis il se dit pas, moi, il faut que je remplisse le filet. C'est pas sa job. Sauf qu'en faisant son travail, les chances de marquer viennent à lui, puis présentement, il en profite. Le pace de 40 points que tu parlais, Marco, oui, on disait la même chose quand Gallagher était sur une séquence de 4 buts en 4 matchs, quelque chose comme ça. Là. Il ne fera pas 40 points, là, Jake Evans. Là. Il va avoir une baisse de régime, sauf que c'est pas son rôle à lui. Son rôle, c'est d'être contre le meilleur trio offensif de l'autre côté et des arrêter. T'sais. Au-delà de qu'est-ce que Kirby Dach fait présentement, est-ce qu'on a abandonné sur le projet de Kirby Dach du côté de la direction du Canadien? Je ne suis pas certain parce qu'on a donné beaucoup pour aller chercher Kirby Dach. Okay? Fait sur le long terme, je pense qu'on va lui donner une chance aussi. On croit encore du côté de la direction que la blessure qui a coûté 1 an de hockey à Kirby Dach est encore là. Il y a encore un certain pourquoi du comment, si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Ils n'ont pas abandonné, puis c'est encore un jeune joueur, Kirby Dach. Moi, je pense seulement qu'il n'est peut-être pas dans la bonne chaise. On pense que c'est un centre numéro 2. Pourquoi ce ne serait pas un centre numéro 3? T'sais, on en a vu des joueurs par le passé. Là. Je ne sais pas si je vais trop loin pour vous, pour les spectateurs, mais on a vu des gars comme Saku Koivu qui était un centre numéro 1, mais qui aurait dû être un centre numéro 3. C'est des gars comme ça. David Dernay, un centre numéro 1, qui n'aurait pas dû être un centre numéro 1, 2 au maximum, 3 dans sa chaise complètement. Fait est-ce que Kirby Dach, on l'a vu plus gros du côté de la direction que qu'est-ce qu'il est véritablement? Je pense peut-être un peu. Je pense que s'il est dans le siège d'un 3e trio qui joue 13-14 minutes, une 2e vague d'avantage numérique avec d'autres bons joueurs pendant un 30-40 secondes, mais que ce n'est pas envers lui qu'on dit produit ces 2 alliés de 2e trio-là, là, tu vas avoir un meilleur point de vue de ce que Kirby Dach peut t'amener et te donner.
Fait que, est-ce que Kent Hughes et Jeff Gorton regardent pour avoir un centre numéro 2? Sûrement. Sauf que c'est difficile en tabarouette d'aller chercher ce gros joueur de centre numéro 2-là en plein milieu de la saison. Il n'y a personne qui veut l'échanger. Puis là, les équipes commencent à voir est-ce que je vais être dans le mix justement ou je ne le serai pas. Qu'est-ce que je peux aller chercher, qu'est-ce que je ne peux pas aller chercher. Fait que c'est vraiment, vraiment compliqué d'effectuer une transaction de cette envergure-là. On sait qu'au fil des années, là, ces transactions-là se passent au repêchage ou durant l'été la plupart du temps. Fait que je pense qu'ils sont à l'affût, ils font des téléphones. Là, ce qu'on voit depuis qu'ils sont en poste, ces deux personnes-là, ils lâchent jamais le morceau, ils veulent améliorer l'équipe, ils essaient du mieux qu'ils peuvent. Puis je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. On a des joueurs aussi, des jeunes joueurs. Là, on a des Michael Age, on a des Demidov en bas. Age, là, il est. Oui, on va y laisser le temps, là, on va pas brûler les étapes. Mais ce gars-là a le potentiel vraiment d'être un centre numéro 2. Ouais. Présentement, au niveau des différentiels, le Canadien compte sur 2 joueurs dans le différentiel positif. Nick Suzuki à +1 et Jake Evans à +1 après 33 parties. Pour les autres, on est tous dans le moins. Et sans cachette, le pire joueur du CH est Kirby Dach à -24. C'est difficile honnêtement. Le Canadien présentement, si on regarde au niveau du classement de la Wild Card, prenant les divisions de l'Est, le CH est 8e équipe repêchée, a 31 points, à 7 points des Sénateurs d'Ottawa et du Lightning de Tampa Bay pour les 2 équipes repêchées. Dans sa division, le Canadien est 6e, à 9 points des Bruins de Boston, mais le Canadien a 2 matchs en main sur les Bruins, 1 match en main sur les Sénateurs, donc rien de fait. Mais le Canadien, après son match contre les Blue Jackets, aura toute une charge de travail. A commencé samedi le 28 en Floride pour affronter les Panthers. Le lendemain, à Tampa Bay pour y affronter le Lightning. Le 31 décembre, on y affronte Las Vegas. Le 3 janvier, à Chicago, match un peu moins difficile pour la troupe de Martin Saint-Louis. Et ensuite, au Colorado, avant de revenir à Montréal pour y accueillir les Canucks. Les gars, qui dit longue séquence sur la route, dit grosse charge de travail pour les joueurs, mais encore plus pour le gardien numéro 1, Sam Montembeault, qui va en être, de mémoire, à son 9e départ consécutif ce soir contre Columbus. Les gars, dans une route où on va être, en comptant ce soir, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs sur la route. On l'a vu dans le dernier point de presse, malgré une question inutile du journaliste à l'endroit de Martin Saint-Louis concernant Cayden Primo. J'ai pas compris pourquoi on a posé cette question, mais bon, ça en prend tout le temps un pour poser cette question-là. Moi, je vais vous poser la question, combien de départs va avoir Cayden Primo et avons-on lancé la serviette du côté de l'organisation du CH? Ben, tu sais, c'est sûr que ton gardien numéro 2 dans une séquence de 6 rencontres à l'extérieur va être très important. Tu sais aussi, il faut reposer Montembeault. Il peut pas garder les buts pendant 20 games de suite, ça c'est sûr. Pour moi, j'en donnerais 2. 2 à Primo. Il n'y aura pas un autre gardien qui va tomber sur la ligne du Canadien en ce moment. Là. Qui que tu vas aller chercher, qui que tu vas donner pour un numéro 2 pour aider Montembeault, ça ne sera pas maintenant. Fait que pour moi, on doit être patient avec Primo. Est-ce que c'est le meilleur numéro 2 qu'on peut avoir? Non. Moi, ça fait longtemps que j'aurais lancé la serviette envers Primo. C'est pas un gardien que j'aimais beaucoup. Pour moi, je pense 2 parties, c'est respectable. Comme ça, Deux parties, c'est respectable. Mais là, tes 2 équipes les moins fortes dans ce voyage-là, c'était Columbus, Chicago. Après, tu pognes des bons clubs. Tu peux pas mettre Primo contre les Panthers. Tu peux pas mettre Primo contre le Lightning. Tu peux pas mettre Primo contre Vegas. Puis tu peux pas mettre Primo contre le Colorado. Ta seule marge de manœuvre serait Chicago. Puis encore là, j'ai pas confiance en Primo contre Chicago. Simon, je te relance la question. Combien Montembeault va gauler de match dans cette série-là? Parce que si Montembeault gagne ce soir, Montembeault va être d'office contre les Panthers. Oublie ça, il n'y en a pas.
Primo ne garde plus les buts pour le Canadien de Montréal. Mais là, je te le dis, c'est ça. 2, là, t'es vraiment généreux, Danick, parce que ils viennent de dire que c'est la fin de Caden Primo en ne lui donnant pas un match contre les Red Wings de Détroit dans un back-to-back. Ça, là, c'est la preuve que Primo ne fait plus partie des plans de l'équipe. Ou sinon, Parce ça que veut dire qu'il y a un gardien quelque part qui. Ils ont c'est quelque chose. c'est Connor Hughes ou Jacob Dobèche. Ouais, mais C'est là, sûr que tu vas rappeler un des deux de la base. Jacob Dobèche est blessé présentement. Connor Hughes donne du bon hockey en bas, mais t'as pas de marge de manœuvre en bas. Puis Dobèche, on sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Là. Je suis d'accord avec toi, sauf que ce que je te dis, prends la chance avec un des deux qui va bien en bas. Oui, Dobèche est blessé, là, OK, mais il allait quand même très bien avant sa blessure. Fait que, est-ce que tu te dis, j'ai plus de chance avec Dobèche ou Hughes présentement là, qu'avec Primo? La question, la réponse est inévitable. Je veux dire, c'est oui, c'est sûr. Parce que Hughes et Dobèche font beaucoup mieux à Laval. Pourquoi qu'on rappelle des joueurs du Rocket quand on dit « Ah, ils vont bien, on a besoin d'un gars », mais on le ferait pas avec les gardiens de but. Moi, ça me sort de la tête. J'essaie de comprendre cette philosophie-là. On le fait presque jamais. Je sais qu'on veut que Dobèche progresse, puis que Hughes, c'est quand même un vétéran dans une autre ligue avant, tout ça. Mais justement, quand Dobèche va revenir, qui devrait revenir aussi sur le point de revenir, je pense, là, ben, rappelez Connor Hughes, puis donnez-lui, même si c'est juste un match, ce sera un match de repos à Montembeault. Présentement, c'est ça la solution, parce que je suis d'accord avec toi, Danick, tu peux pas appeler une autre équipe, ils savent que tu es dans le trouble. Là. Ils le voient bien, là, ils sont pas totales. Si nous autres, on voit qu'ils ont plus confiance en Primo, les autres équipes le savent, ils sentent le sang, puis ils disent « Ouais, tu as besoin d'un goaler, ben, tu vas surpayer, mon chum. » Là. Fait qu'au lieu d'avoir on va te donner un choix de 4e ronde, ben non, on va te demander un choix de 2 ou on va te demander un choix de 4, oui, mais avec un espoir. Fait que toutes les autres équipes vont le voir venir, là, les boys. Il y a un nom. C'est fini pour Primo. Il y a un nom qui circule dans les derniers jours en KHL, en Russie. Un ancien choix du Canadien, Zach Fucale. Est-ce que Zach Fucale, à court terme, pourrait être une option pour le Canadien? Il présente des bonnes statistiques en KHL. Il est pas mauvais. Tu sais, je veux dire, est-ce que ça peut être pire que Caden Primo? Dans l'optique où, comme tu as dit, les autres équipes vont vouloir te faire surpayer pour un gardien numéro 2. Est-ce que tu as quelque chose à perdre dans l'optique où, si le Canadien a vraiment la mentalité de vouloir laisser Dobèche en bas, ne pas vouloir toucher au duo Hughes-Dobèche, est-ce que Zach Fucale peut être une option à court terme? Ben, ça devient un désaveu, selon moi, envers Hughes et Dobèche, parce que eux, là, ce qu'ils veulent, c'est pas gauler les buts pour le Rocket. Ils veulent avoir cette appel-là de rappel pour jouer dans le grand club, là. Fait que, tu sais, oui, c'est bien beau avoir on veut que vous brûliez la ligue en bas, que vous sautez pas les étapes. Je parle de Hughes et Dobèche. Ouais. Mais en même temps, ces deux gardiens-là, ils veulent avoir la chance de prouver ce qu'ils ont dans le corps au grand club. Ouais. C'est là l'opportunité, elle est là, là. Pourquoi aller chercher un gardien de l'extérieur quand que ces deux-là font bien? C'est pas comme si les deux en bas, en plus, faisaient so-so. Non, ils vont très bien, les deux. Fait pourquoi ne pas leur donner la chance de monter? Même si c'est juste un match ou deux, comme tu disais, Danick, tantôt, les deux matchs que tu l'as donné à Primo, là, mais donne-les à un des deux qui est en bas, ça va être le nanan, le bonbon qui dit, garde, vous performez bien depuis le début. Ça se peut là, que vous ne restez pas, là. Puis au pire, mettez-les Primo au balotage, là, s'il se fait ramasser. Ben, il se fera ramasser, puis c'est pas grave, on ira chercher un autre gardien. C'est là que ça deviendra une option, peut-être Zach Fucale ou un gardien qui est ailleurs, qui n'est pas dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Tu sais. Je sais pas si t'en penses, là, Danick. Ben non, c'est sûr, je suis très d'accord avec toi. Tu sais, Dobèche, je ne sais pas quand il revient de blessure, c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Ouais. Mais c'est sûr que mon choix numéro 1, rappelle-les, tu sais, il fait bien en bas, puis l'autre, on le met au balotage, il ne sera pas prendre de toute façon. Il va aller avec le racket, puis il va interner le filet avec Hughes. Puis t'emmènes lui en haut, c'est ça qu'il veut. Puis d'après moi, il va avoir une meilleure performance que Primo. Puis ça va être un gardien aussi qui va jouer pour le Canadien, Dobèche. Ça, c'est sûr. Exact. Bon, là, il ne nous reste pas grand temps. J'ai encore les points sur la table. Je vais nous garder la fameuse question de prolongation de contrat Evan Sarmia-Savard pour un autre podcast. Parce que je veux vraiment qu'on prenne le temps d'en discuter. Puis je veux pas qu'on se dépêche sur ce sujet. Fait on va y aller avec le sujet Lane Hudson vers le Norris. Puis je vais en ajouter un qui va être rapide. Premièrement, les gars, on était habitués dans le passé de voir le premier choix
de sélection de l'année d'avant remporté le Norris généralement la saison suivante. On peut penser à Bédard. On peut penser à Celebrini déjà qui est en parle tête du Calder. Du Calder, ouais, excuse-moi, du Calder, Okay. ouais. Là, je viens de me rendre compte que c'était pas le Norris que je voulais dire, c'était le Calder. Fait que je modifierai ma réponse. Je vous pose la question. Est-ce que Lane Hudson peut être considéré comme le gars qui peut remporter le trophée Calder à la fin de la saison? Vas-y, Yannick, je te laisse aller. Ben, pour ma part, je pense qu'il est dans le mix des trois, sans aucun doute. Là, Hudson, c'est un talent pur. Qu'est-ce qu'il fait avec le Canadien? C'est incroyable. Là. C'est lui qui mène aussi le nombre de passes chez le Canadien. 25 points en 33 parties. Pour moi, pour un défenseur, c'est beaucoup. Là. Il est vraiment offensif. Puis moi, ça me va avec moi qu'il soit dans le mix entre ces trois-là. Puis c'est un talent pur. Là. Ah, certainement, c'est sûr qu'il va être considéré, mais il faut que sa saison continue comme ça, puis il faut qu'il progresse. T'sais. Est-ce que la nomination est importante? T'sais, pour lui, personnellement, oui, mais ce qui est important encore plus, c'est sa progression en tant que joueur de la Ligue nationale de hockey. Fait que s'il n'est pas nommé au bout de la ligne à la fin de la saison, que c'est Celebrini, Mishkov, puis ça peut être le gardien des Flames qui va très bien en ce moment, que son nom m'échappe, là, j'ai un blanc total. Mais ce ne serait pas un désaveu envers Lane Hudson. Là, il a tout un début de carrière. T'sais. Est-ce qu'il va être considéré? Moi, je pense que oui, parce que c'est un défenseur. Donc, c'est encore plus difficile de faire ce qu'il fait à son âge, puis devant tous ces joueurs-là de la Ligue nationale qui, il joue contre les meilleurs joueurs de l'autre côté, là, soir après soir, et il joue Matheson. Là, fait que il joue en désavantage, en avantage numérique, il joue partout, on l'utilise à toutes les sauces, puis il joue en haut de 20 minutes par match pour une recrue, c'est exceptionnel. Fait que oui, il va être considéré, c'est sûr. Est-ce qu'il va le gagner? Je suis pas sûr, je pense que Mishkov a une petite longueur d'avance présentement. Les gars, en terminant rapidement, le Canadien a fait une acquisition dans les derniers jours, une acquisition qui est venue stabiliser la défensive. On ne sera pas de cachette, là. On a envoyé un chaudron, on a reçu un dieu, entre parenthèses. On a envoyé Justin Barron à Nashville en retour d'Alex Carrier qui voulait jouer à Montréal. L'a déjà mentionné dans le podcast de Kevin Raphaël il y a une couple de semaines. C'est quoi vos impressions sur cette acquisition-là, puis vos impressions sur son premier match là, avec le... ses deux premiers matchs avec le Canadien? Ben, moi, pour ma part, je pense que c'est un bon trade. On a échangé un gars qui n'était pas capable de s'établir avec le Canadien. On va chercher un Québécois. Pour moi, c'est important. Un Québécois qui veut venir jouer, ça va être différent qu'un Justin Barron. Le Québécois arrive, il veut jouer, il est dans la chambre. Il va amener un autre aspect de son jeu. Barron, c'est pas un mauvais défenseur, c'est un jeune défenseur. Il n'était pas capable de s'établir, tandis que Carrier, il arrive, là, il revient à la maison. C'est différent quand tu joues pour le club que tu as aimé, que tu veux jouer pour cette équipe-là. Il va amener un autre accès au jeu du Canadien. Là, puis on l'a vu. Là, c'est un défenseur qui a de l'expérience, qui est établi. Je pense qu'il a 28 ans, je ne me trompe pas. Il est établi dans la ligue. Fait que pour moi, pour le Canadien, c'est pas un top 1. Mais s'il joue dans le top 4 en ce moment, ça va aider nos jeunes défenseurs. Il va amener l'expérience pour ma part. Je sais pas si j'ai raison. D'accord. Oui, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Danick. Puis ça vient juste renforcer la défensive. Ça vient aider aussi David Savard à peut-être prendre un peu moins de minutes, concentrer vraiment sur son jeu à des avantages numériques pour Savard, parce qu'il est très bon, il est excellent même dans cette catégorie de jeu-là. Là. Fait que Carrier vient stabiliser un peu, ça vient aider les 2-3 jeunes défenseurs qui sont là aussi. T'sais. Je pense déjà qu'il y a une chimie qui s'installe bien avec Gaulet. Puis comme tu as dit, là, il revient à la maison, c'est un joueur qui est fier de porter le bleu-blanc-rouge. Tu as vu son sourire dans son visage là, quand c'était magique. C'est le fun au bout de voir ça. Fait l'échange est gagné, là, selon moi, par Kent Hughes. De toute façon, Barron n'était pas capable de s'établir. On le laissait un match sur 2 dans les estrades. C'était Struble. Présentement, c'est Struble, par exemple, qui paye le prix de cette transaction-là. Sauf qu'il n'y avait pas un début de saison à tout casser. Il est capable de beaucoup mieux, Jayden Struble. Fait que Carrier, tu sais ce que tu vas avoir soir après soir. C'est un gars de 5 pieds 11 qui joue comme un gars de 6 et 4. Il n'a pas peur de personne. Il se met devant des lancers.
s'il faut qu'il y aille, il va aller jeter les gants pour défendre un coéquipier. Tu le sais vraiment que ce gars-là va se présenter, il va jouer son 16-17 minutes, que tu en enlèves, que tu en donnes un peu plus, ça ne le dérangera pas, ce ne sera pas un gars qui va s'ouvrir la trappe des médias devant le coach puis qui va faire des flamèches. Ça va être ça, puis tu sais, Carrier, moi, je pense que c'est vraiment une très belle addition pour aller un peu plus loin puis avancer justement dans la reconstruction du Canadien. Assurément, une bonne acquisition de Kent Hughes et de Jeff Gartud. Messieurs, c'est ce qui complète notre segment du haut de la passerelle, le segment 100% LNH, 100% CH ce soir, avec Danick Boudreau et le coach Simon Orphanos. Les gars, passez de joyeuses fêtes, puis on se dit à la semaine prochaine. Oui, joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à tout le monde. Bonne Dans la ville, mon boy. Joyeuses fêtes. Go Broncos, go! Vont-tu les faire? Ben, c'est ce que je voulais, mais ça n'a pas rentré. Damn. Les boys, passez une bonne soirée. Il est maintenant l'heure, mesdames, messieurs, d'accueillir pour le deuxième segment Prime Time PD. On dit souvent qu'on garde le meilleur pour la fin. Donc, voilà. Prime Time PD est là. Faut que vous sachiez qu'on a demandé la permission à Prime Time PD à cause du match du Canadien contre Columbus à 19h. Si on pouvait faire un échange, il a dit oui. Donc, quel homme ce Prime Time PD. Comment tu vas? Bien, pas trop souvent, par contre. J'aime ton entrée en matière. Faire passer ça sous le silence. Passer sous le silence aussi qu'on a décidé de pas faire ça le mercredi parce que c'est le 25 décembre parce que tu voulais pas me payer ton double et demi. Mais ça, c'est correct. J'accepte. Mais ça va super bien, toi, mon Marco? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Comme tu l'as dit, on veut pas payer tant double et demi, ça coûte cher. Ça coûte cher, fait qu'on y va un lundi 23 décembre. Pas faire d'overtime non plus. Non. Ça aussi, ça coûte cher. C'est ça. Bon, on revient sur la semaine 15 qui n'est pas terminée puisqu'il y a un match ce soir, match du lundi soir, mais comme vous comprenez, veille de Noël, on a dû faire des choix. Ça n'a pas été facile de mon côté au niveau des prédictions. De ton côté, je sais pas ce que ça a donné. Ben là, si les Packers l'emportent ce soir, ça me donne 11 prédictions réussies sur 16, qui est correct comme la semaine passée. Je sais pas de ton côté. Si les Packers gagnent, ça m'en donne 8. Donc j'irai chercher un mince 50%. Si les Packers ne l'ont pas, là, non, ça a vraiment pas été facile pour moi. On y va en rafale avec les 10 matchs sélectionnés par Primetime. Le match du jeudi soir entre les Broncos et les Chargers. Ça a été un bon match. On va le partir, ce petit show-là. Les Chargers l'emportent. Écoute, première mauvaise prédiction dès le premier match de mon côté. Écoute, je voulais pas compter contre Bo Nix et les Broncos de Denver. Finalement, c'est les Chargers qui sont sortis vainqueurs. Ça a été vraiment un très très bon match. J'ai vraiment aimé ça. Un bon match jeudi soir avec beaucoup de points de part et d'autre. Chez les Broncos, le problème, Bo Nix a été bon quand même. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à établir le jeu au sol là, chez les Broncos, tandis que de l'autre côté, malgré quelques blessures là, au poste de porteur de ballon, Gus Edwards a réussi quand même deux touchés au sol. Justin Herbert comme carrière était très bon aussi. Donc, on a vraiment un début de match quand même serré. Les Broncos avaient pris l'avance. Par la suite, là, rendu fin du troisième quart environ, les Chargers, là, ils ont pris les devants. Ils n'ont jamais regardé derrière, donc vraiment là, une belle victoire, une victoire absolument importante pour le classement qu'on va vérifier tantôt. Mais grosse victoire chez les Chargers. Pat Mahomes qui était de retour à son poste à Kansas City pour y affronter les Texans et les Chiefs sont poursuivis sur leur séquence victorieuse. Mais t'as gardé un droit de réserve sur celle-là. Si Mahomes jouait, c'était les Chiefs. S'ils jouaient pas, c'était les Texans. Finalement, ils jouaient. Les Chiefs ont gagné. Puis honnêtement, ils ont vraiment été meilleurs dans cette rencontre-là. Je sais pas si tu l'as regardé. Mais ce match-là, là, vraiment, là, les Chiefs étaient en contrôle. Lourde blessure, là. Blessure grave au genou là, pour Tank Dell, là, l'excellent receveur de passe, porteur de ballon là, des Texans de Houston.
un des bons amis là, à CJ Stroud. CJ Stroud qui a eu beaucoup de difficultés par la suite là, à terminer le match, là, côté émotion. Malheureusement, le Tank Dell, là, ça va être fini pour la saison. Donc, on a vraiment une autre lourde perte offensive là, après Stephon Diggs chez les Texans de Houston. Déjà qu'on a des problèmes de ligne à l'attaque. On va faire les séries pour moi chez les Texans. On va avoir beaucoup de difficultés à continuer. De l'autre côté, là, Patrick Mahomes a connu un excellent match. Là, 260 verges, un touché par la voie des airs, puis aussi ajouté 5 courses, 33 verges, un touché au sol. On a été quand même gentils là, dans la défensive sur le touché au sol de Patrick Mahomes parce qu'il aurait pu littéralement se faire geler à l'entrée de la zone début. Mais le demi-défensif a été bon joueur quand même. Il a juste donné un petit coup d'épaule, mais il était vraiment dans une situation pour se faire exploser à l'entrée de la zone début. Donc, faut qu'il fasse attention quand même, Mahomes, à s'exposer dans des situations que c'est pas nécessaire. Lamar Jackson et les Ravens ont imposé leur loi à Baltimore contre les Steelers et ont remporté un important gain à l'avenue des éliminatoires. Ouais, exact. Puis les Ravens qui avaient perdu en début de saison là, contre plus tôt dans la saison, en fait, contre les Steelers de Pittsburgh, se sont vraiment repris. Ils ont jamais été embêtés dans ce match-là. Ils ont été en plein contrôle du début à la fin, comme les Ravens sont capables de le faire. De l'autre côté, les Steelers, je trouve que depuis 2 matchs, depuis la blessure de l'excellent receveur de passe George Pickens, on n'a vraiment pas la même attaque chez les Steelers. Puis la défensive commence à donner des points aux équipes adverses en plus. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle à l'aube des séries parce que les Steelers vont faire les séries cette année. Et puis là, on ouvre la porte là, aux Ravens de Baltimore dans cette division-là. Derrick Henry, quel grand match. 24 courses, 162 verges. Un receveur de passe qu'on n'a pas entendu parler beaucoup cette année, Zay Flowers, quand même a obtenu 100 verges dans cette rencontre-là. A connu un excellent match. Et Lamar Jackson, évidemment, là, 3 passes de toucher, au-dessus de 200 verges là, par la voie aérienne. Encore un excellent match là, pour Lamar Jackson. Un match que tu voulais revoir, eh bien, c'est le festin offensif qui s'est terminé en prolongation en Caroline et les Panthers qui ont signé un gain de 36-30 aux mains des Cardinals. Ouais, je voulais pas parler de ce match-là nécessairement à cause de Bryce Young et les Panthers qui ont marqué 36 points, mais surtout pour souligner l'élimination là, des Cardinals de l'Arizona pour les prochaines éliminatoires. Écoute, ça c'est tellement dommage parce qu'on avait commencé l'année du bon pied. Là, on a explosé des clubs en début de saison. Par la suite, un peu comme toutes les saisons là, en Arizona, on réussit pas là, à enchaîner des victoires à la mi-saison. Encore une fin de saison en queue de poisson chez les Cardinals. On va manquer les éliminatoires. Et quand même, là, on a mangé une raclée là, chez les Panthers la semaine passée. On a réussi là, à rétablir la barque. Bryce Young a été bon. Chubba Hubbard, 152 verges, 2 touchés au sol aussi, l'excellent porteur de ballon canadien. Vraiment là, impressionnant les Panthers depuis 1 mois et demi déjà. Là, depuis la mi-saison, joue vraiment du bon football. Depuis que Bryce Young a été réinséré dans un rôle de carrière partant. Vraiment, là, je commence à prendre confiance en Bryce Young après 1 an et demi. Les Colts d'Indianapolis, malgré avoir été blanchis au premier et au 4e quart, ont su tenir le fort malgré une poussée des Titans au 4e quart et l'ont emporté 38-30. Ouais, je voulais parler de ce match-là. C'est 2 équipes qui, selon moi, sont éliminées de la course aux séries. Mais par contre, l'excellent porteur de ballon là, des Colts d'Indianapolis, Jonathan Taylor, a ramassé là, 29 courses, 218 verges, 3 touchés au sol. Pour moi, c'est la performance de la fin de semaine chez les Colts et dans la NFL directement. Jonathan Taylor, c'est des statistiques de football NCAA, des affaires de 200 verges au sol, 3 touchés au sol. Vraiment très, très solide de ce côté-là. Anthony Richardson a juste eu besoin de faire 11 passes tentées pour aller chercher 38 points parce que le jeu au sol a vraiment été efficace. Anthony Richardson a eu 70 verges aussi au sol, ce qui est très, très bon aussi pour un corps arrière. De l'autre côté, Mason Rudolph a été victime de 3 interceptions. Vraiment un mauvais match de ce côté-là. Écoute, Will Levis est tellement pourri. On envoie Mason Rudolph. Au moins, on score 30 points, mais on perd quand même. Une poussée de 22 points. Un hors-jeu offensif non appelé en fin de match aura permis à Jaden Daniels et les Commanders de compléter une remontée en fin de match et battre les Eagles 36-33.
Ouais, absolument. Puis il y a eu de tout dans ce match-là, mais on peut pas passer sous le silence. Là. En début de match, au premier quart, Jalen Hurts, grosse commotion cérébrale là, directement au début. J'ai hâte de voir son état de santé. On est trop tôt dans la semaine pour pouvoir savoir s'il va jouer ou non cette semaine. Par contre, ça fait extrêmement mal aux Eagles. Si on perd Jalen Hurts à long terme ou à moyen terme, ça peut faire très mal dans la course aux séries et aux éliminatoires par la suite. Mais quand même, le Jaden Daniels, que là, je pense qu'il vient d'atteindre un point d'exclamation dans la course là, comme recrue de l'année. Vraiment, là, 5 passes de toucher dans ce match-là, 258 verges. Oui, il a été victime de 2 interceptions, mais quand tu fais 5 passes de toucher par la suite, c'est plus excusable si on veut. Mais comme tu l'as souligné, le 22 points au quatrième quart, on se sauve avec la victoire. On a, malgré la belle performance, encore une fois, du porteur de ballon des Eagles, Saquon Barkley avec 150 verges, 2 touchés au sol. Vraiment, là, c'est la fin de semaine des porteurs de ballon. Mais Jaden Daniels, point d'exclamation, 5 passes de toucher. On s'envole avec la victoire. Michael Penix Jr. et Bijan Robinson ont imposé leur loi à Atlanta, recevant les pauvres Giants, l'emportant 34-7 et toujours espérer faire les éliminatoires. Ah, absolument, absolument. C'est pour ça qu'on faut en parler de ce match-là. Grâce à cette victoire-là, on va en parler aussi dans le classement tantôt. Grâce à cette victoire-là et à la défaite des Bucks, qu'on va aussi parler dans les prochaines minutes. Mais en ce moment, les Falcons détiennent la première place avec le bris d'égalité dans la division sud de la nationale avec une fiche de 8 victoires, 7 défaites. Énorme victoire. Premier départ en carrière réussi pour Michael Penix Jr. 18 en 27, 202 verges. Une interception, pas de toucher, mais quand même, Bijan Robinson s'est occupé du reste avec 22 courses, 94 verges, 2 touchés au sol. Drew Lock a été fidèle à son habitude avec un pick six et 2 interceptions à sa fiche. Mais vraiment, là, grosse victoire chez les Falcons. Puis on a un calendrier là, quand même assez facile là, d'ici la fin de la saison pour les Falcons. Ouais, et qui dit calendrier facile, dit on n'a pas le droit à l'erreur du côté des Falcons si on veut là, espérer conserver notre place pour les éliminatoires. Autre rencontre de la fin de semaine, une grosse rencontre entre les Vikings et les Seahawks qui s'est décidée par une victoire des Vikings à Seattle. Énorme victoire chez les Vikings et ça, c'est un point d'exclamation. Sam Darnold, pour une fois, a joué pour moi un match complet. C'est drôle de dire ça dans une équipe qui a juste 2 défaites dans l'année, mais quand même, là, 22 en 35, 246 verges, 3 passes de toucher, pas d'interception, a vraiment bien protégé le ballon dans ce match-là. On va chercher une grosse victoire sur la route contre les Seahawks. Justin Jefferson, très solide avec 10 réceptions, 144 verges, 2 touchés. De l'autre côté, Geno Smith, on n'a pas utilisé le jeu au sol dans un match serré. C'était bizarre quand même la stratégie chez les Seahawks. On a utilisé 43 passes Geno Smith. Oui, il va chercher au-dessus de 300 verges, mais on ajoute 2 interceptions. On a trop tenté d'utiliser le bras à Geno Smith dans cette rencontre. On vous rappelle que vous regardez le segment 100% NFL avec Primetime PD, Pierre-David Bolduc, votre spécialiste football. On tient à saluer tous ceux et celles qui regardent présentement. Guillaume Champagne, DJ Nova, Tony, Yannick Millet, Danick Boudreau, Chris Marty et Richard Bolduc. Donc, nous sommes en train de faire le récapitulatif de 10 matchs sélectionnés par Pierre-David lors de la semaine 15. Autre rencontre dont tu voulais parler, c'est celle entre les Bills et les Pats. Les Bills qui l'ont emporté 24-21. Ouais, victoire importante quand même chez les Bills. Moi, je pensais qu'ils étaient pour les exploser, mais dans des conditions extrêmement fun. On aurait dit que le terrain, c'était une vraie patinoire dans ce match-là. Les Bills ont profité des bourdes là, offensives là, de Drake May et les Pats, là, à un moment donné, au quatrième quart, on tente une latérale dans notre territoire, en dedans du 10. Finalement, passe échappée, ça se ramasse dans la zone des buts. Un joueur défensif des Bills récupère le ballon, on a réussi à gagner comme ça. Vraiment, un match plutôt ordinaire, si on veut, de Josh Allen avec 154 verges. Mais quand même, dans des conditions comme ça, le terrain à Buffalo était une patinoire sur un gazon synthétique. C'était comme bizarre un peu. James Cook, 11 courses, 100 verges, un touché au sol, ajouté 3 réceptions, 26 verges, un touché par la passe. Vraiment, le James Cook là, est en train de battre le record. Là, il est à 3 touchés là, de battre le record de O.J. Simpson avec les Bills de Buffalo pour un porteur de ballon. Vraiment, là, grande saison pour James Cook. C'est un gars que j'avais vu il y a 3 ans au repêchage de la NFL. Un gars que j'adorais dans la NCAA. Ça a pris
un an et demi, je te dirais, avant de prendre son envol. L'année passée, on a vraiment eu un beau statement pour James Cook, mais vraiment cette année là est devenu un porteur de ballon dominant. Cooper Rush et les Cowboys ont imposé leur loi malgré 3 minces points au troisième quart, blanchis au quatrième. L'ont tout de même emporté 26-24 contre les Buccaneers de Tampa Bay qui doivent faire des cauchemars présentement. Ouais, absolument. Puis on n'a vraiment pas bien joué chez les Bucks dans ce match-là. Et les Cowboys de Dallas, chapeau. Écoute, on menait 10-0 assez tôt au premier quart. Là. On a réussi là, nos 2 premières séquences à l'attaque de marquer des points. Puis on a toujours vogué sur cette avance-là jusqu'à la toute fin, malgré une petite poussée des Bucks. Mais vraiment, là, on sentait là, les Bucks tentaient de répliquer, mais la défensive n'était pas capable d'arrêter. Cooper Rush qui a vraiment connu un solide match, 26 en 35, 292 verges, une passe de toucher, CeeDee Lamb 105 verges. Vraiment, là, les Bucks, là, ça vont perdre le premier rang au profit des Falcons. Ça, c'est extrêmement décevant pour moi. Mais chez les Cowboys, là, je suis en train de me demander, oui, Dak Prescott est parti, mais Cooper Rush joue en haut de 500 depuis que Dak est blessé. Honnêtement, là, vraiment, là, je suis agréablement surpris de ce gars-là. Ça, c'est le genre de performance dans une saison qui va lui donner des contrats pendant plusieurs saisons. Allons faire le tour des classements. Plusieurs équipes sont éliminées après la semaine 16 et d'autres équipes espèrent toujours se qualifier pour les éliminatoires. Ben, dans l'américaine, pour moi, c'est fait là, depuis 2-3 semaines. Les Bills dans l'Est, sans surprise. Dans la division Nord, les Steelers, les Ravens sont 10 victoires, 5 défaites chaque. Donc, la fin de saison, là, les 2 derniers matchs vont vraiment dicter l'allure de la division Nord. Mais par contre, l'équipe qui clinchera pas la division va quand même là, participer aux éliminatoires. Dans la division Sud, c'est fait avec les Texans de Houston, mais je tiens à rappeler là, toutes les blessures qu'ils ont. Pour moi, j'ai pas une super grosse confiance en séries éliminatoires pour eux. Les Chiefs dans l'Ouest, sans surprise, une seule défaite cette année. Puis pour les Wildcards dans l'Ouest, là, les Chargers, les Broncos, pour moi, c'est connu. Donc, ça va être soit Steelers, Ravens en première place. Le perdant va être dans les wildcards. Et les 2 autres wildcards, pour moi, c'est Chargers et les Broncos. Allons vers... Oh, Ouais, vas-y, pour la vas-y. nationale, je sais pas si Ouais, elle exact. avait ça. Du côté de la nationale, pour moi, les Eagles à 12-3. J'ai hâte de voir Jalen Hurts. Sa blessure, sa commotion, mais si on réussit à gagner un match, on va être correct. Dans la wildcard, dans la division Est de la nationale, Washington, avec l'énorme victoire qu'ils viennent d'aller chercher, les amène avec une fiche de 10-5. Pour moi, ça, c'est fait. Dans la division Nord de la nationale, les Lions de Détroit, les Vikings sont 13-2, sont au top. Le perdant va être une wildcard. Les Packers aussi, wildcard avec 10 victoires, 4 défaites. Puis pour moi, les Rams dans l'Ouest, avec une fiche de 9-6, vont être la seule équipe qui vont faire les éliminatoires et gagner la division. Puis c'est ça qui est important entre les Falcons et les Bucks qu'on venait de parler aussi. C'est que pour moi, la deuxième équipe de cette division-là ne pourra pas faire les séries. Soit les Falcons ou les Bucks, pour moi, vont être éliminés parce que les Packers, Washington, soit Détroit ou Minnesota sont trop forts. Donc, c'est vraiment là, le gagnant de la division Sud va faire les séries et le perdant va les manquer. Les 2 équipes, les Falcons et les Buccaneers, ont une fiche de 8 victoires, 7 défaites les 2, mais les Falcons détiennent le bris d'égalité. Donc, si les Falcons gagnent leurs 2 derniers matchs, c'est terminé. Chose certaine, les 2 prochaines semaines vont être assez intéressantes pour les 2 équipes. Allons maintenant vers notre Power Ranking du meilleur top 5 et du pire top 5 des max 6 dans la NFL. Pierre-David, quel est ton top 5? Moi, dans mon top 5, je vais parler de la semaine passée aussi. Il y a une équipe qui a vraiment fait là, un saut de bungee, littéralement, dans ce top 5-là. J'avais les Bills, les Eagles, les Lions, les Chiefs, les Bucks. Maintenant, mon top 5, le voici. Les Bills restent en numéro 1 avec leur victoire, même si elle n'était pas éclatante. Ils ont réussi à gagner quand même. Au deuxième rang, je monte les Lions qui ont vraiment rétabli l'ordre là, avec une belle victoire. On n'en a pas parlé parce que c'était une DG contre une équipe mauvaise, mais quand même, on rétablit l'ordre, on se rend au deuxième rang. Au troisième rang, j'ai les Chiefs de Kansas City. Au quatrième rang, avec une 8e victoire de suite, avec une grosse victoire sur la route, j'insère les Vikings du Minnesota. Et au 5e rang, avec 4 victoires de suite,
On va clincher la division. J'ai rentré, même si c'était pas une victoire éclatante contre les Jets la semaine dernière, j'ai rentré les Rams de Los Angeles avec 4 victoires de suite pour leur permettre de clincher la division et de faire les éliminatoires. Ça, c'est important. Et pour moi, les Eagles en 6, je les ai sortis du top 5. Pourquoi? Parce que là, Jalen Hurts blessé, ça sera vraiment pas la même équipe si il n'est pas de la partie. Donc, j'ai hâte de voir s'il va être là à son poste la semaine prochaine. De mon côté, les Bills demeurent au premier rang, les Lions au deuxième rang, les Chiefs ne bougent pas, on les laisse sur le neutre au troisième, les Rams s'amènent au quatrième rang, et attention, au cinquième rang. Avec une victoire contre les Eagles de Philadelphie, j'insère les Commanders de Washington pour compléter le fameux top 5 Power Toi, Ranking. t'avais pas les Vikings dans ton top 5 la semaine passée? Non. Non, Ah, je la pensais que semaine t'avais. passée, j'avais les Lions, les Chiefs, les Bills, les Eagles, les Steelers. Et j'avais Ah ouais, au sixième rang Broncos, Vikings, Packers. ouais. Hey, toi, au cinquième rang, t'as mis les Commanders. Si on est quand même. Ça se ressemble quand même. Là, on a juste les Vikings de différents. Au sixième rang, j'ai une lutte à 4 équipes entre les Packers, les Steelers, les Broncos et les Vikings. Ouais, c'est clair. Donc, j'aurais pu même ajouter les Eagles, mais là, les Eagles sans Jalen Hurts, ils commencent à faire chaud. Top 5 Ouais. des pires équipes dans la NFL de mon côté. Les Bears premier, les Raiders deuxième, les Giants troisième, les Jets quatrième, les Browns de Cleveland insérés au cinquième rang. Et en sixième position, les Jags, les Pats et les Titans. C'est gentil quand même. Comment les Giants ne peuvent pas se retrouver au premier rang? Ben écoute, Je rendu me pose la là, question. Bears, Raiders, Giants, il aurait pu tout être au premier Oui. rang. Écoute, faut se souvenir que les Bears là, avaient commencé la saison avec une fiche de 4 victoires, 2 défaites. Ils n'ont jamais ils ont jamais eu une victoire depuis ce temps-là. Ouais. Depuis la bourde là, du joueur défensif là, dans le Hail Mary de Jaden Daniels et les Ouais. Commanders, ils n'ont Ça a jamais été gagné un match depuis ce l'hécatombe. temps-là. Ouais, ça a coûté la job d'un entraîneur, puis là, c'est pire depuis que Matt Eberflus coach pas l'équipe. On mange des solides volées depuis chaque match, depuis ce temps-là. Pour venir au Power Ranking, au premier rang, j'ai les éternels Giants. C'est la seule équipe avec 2 victoires dans la ligue. Pour moi, ils vont rester là. Euh, Au deuxième rang, j'ai pas le choix de mettre les Bears. On est archi mauvais. On est absolument pourris depuis ce temps-là, comme je viens d'en parler. Les Titans, pour moi, au troisième rang, on vient pas à bout, on change les carrières, c'est Mason Rudolph. Mason Rudolph, là, avec ses 3 interceptions, était vraiment dans l'esprit des fêtes, comme les reines au nez rouge, là. Il y en a un qui s'appelle Rudolph, je pense, en plus, Ouais. là, mais mes comptes s'arrêtent pas mal là, je te dirais. Mais on était dans l'esprit de Noël chez les Titans, là, on donnait des cadeaux à l'autre équipe. Au quatrième rang, les Pats, c'est épouvantable. Écoute, 3 victoires cette année. Les Pats, là, j'ai beaucoup de difficultés. Et j'ai pas eu le choix d'entrer les Browns de Cleveland. Là, on a benché Jameis Winston avec Dorian Thompson-Robinson. C'est encore pire que quand c'est Winston. On s'en sort pas. Vraiment, là, je suis quand même, là, je pense que je suis quand même accurate là, dans mon top 5. Là. Vraiment content de ce top 5-là. Giants, Bears, Titans, Pats, Browns. Pour moi, c'est clair. Tu sais, les Raiders, je les ai enlevés de là parce qu'ils ont gagné un match. Mais sinon, là, vraiment, là, ces 5 équipes-là, je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Beaucoup de football cette semaine, à commencer par Joyeux Noël le 25 décembre. Les Steelers qui reçoivent les Chiefs à Pittsburgh. Et là, ça va être un match chaudement disputé. Ouais, mais moi, je pense que la grosse défense des Chiefs, avec l'absence de George Pickens, là, on sait que Patrick Mahomes est quand même pseudo en santé, assez pour jouer. On a quelque chose à jouer chez les Chiefs. On a le premier rang à sauvegarder. Pour moi, les Chiefs vont gagner ça sur la route. Je suis allé avec les Steelers. On va espérer la surprise à Pittsburgh. Étonne-toi pas pourquoi t'es 8 en 16, là. Ou, si tu gagnes ça, t'es 8, sinon t'es 7, quoi. Si tu gagnes la game d'assaut, Ouais, je suis 8. ben tu C'est 8, correct. si Je tu gagnes à m'amuse soir. en fin de saison. Ouais, c'est bon. T'utilises ma phrase de la semaine passée. Ravens. Mais, Ouais. Si je l'ai ah, pas, vas-y, si j'ai vas-y. pas Packers à soir, j'en ai 7. Je vais Ravens, en bas de ça. Texans, à Houston, les Ravens vont l'emporter.
Ouais, pour moi, oui, Tank Dell, ça va faire mal. On n'a pas de. La défensive des Ravens m'impressionne pas. Par contre, la ligne à l'attaque des Texans est vraiment archi mauvaise. Puis chez les Ravens, là, à part quelques points d'interrogation en défense, on a une grosse attaque. D'après moi, on va passer au travail des Texans. Les Seahawks de Seattle n'ont pas le droit de l'échapper contre les Bears à Chicago et l'emporteront. Et je pense que les Seahawks vont gagner, mais on joue vraiment pas du bon football récemment. Euh, je vais avec les Seahawks pareil, mais je serais vraiment pas surpris que les Bears en sortent une avant que l'année finisse. Chargers, Pats, Chargers. Chargers. Broncos, Bengals à Cincinnati, les Broncos sur la route. Moi, je pense, écoute, les Broncos m'ont quand même refroidi dans leur match contre les Chargers. Les Bengals, là, ils ont quand même une série de victoires, là. Ils sont sur une série de 3 victoires de suite. On peut finir pour 500 ou 500. Je vais avec les Bengals à domicile, moi. Rams, Arizona, les Rams vont l'emporter. Ouais, pour moi, oui. Les Cards avec l'élimination, on s'en remettra pas. Kyler Murray, pis ça va prendre ça plus ou moins au sérieux d'ici la fin de l'année, selon moi. Les Rams vont gagner ça à domicile. Football du dimanche 29 décembre. Panthers, Buccaneers à Tampa Bay. Les Bucks n'ont plus le choix, doivent l'emporter. Ouais, absolument. Puis les Bucks vont gagner à domicile. Colts, Giants, les Colts vont l'emporter à New York. Ouais, sur la route, j'aimerais ça que Anthony Richardson connaisse un bon match. Là. Quand même, là, on a gagné la dernière fois, mais c'était pas vraiment grâce à lui. Là. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'il va réussir à prendre les choses en main de son côté. Jets, Bills à Buffalo. La Bills Mafia va l'emporter. Ouais, dans un match, je veux pas dire similaire, mais dans un résultat un peu comme les Pats la semaine passée, les Bills à domicile, on va gagner ça sans être trop embêté. Titans, Jags à Jacksonville. J'ai envie de t'écouter sur celle-là. Ben là, je vais encore prendre les Jags, je vais encore me brûler avec les Jags, mais on est à Jacksonville. Écoute, je déteste les Titans. Je sais pas comment on va faire. Je peux pas prendre pour les Titans sur la route en plus. Je vais y aller pour les Jags, Je mais sais pas si c'est un aucune signe, mais confiance. je l'avais même pas écrit sur ma feuille. Je vais y aller avec les Titans à Jacksonville. Tu vois, moi c'est le contraire. J'ai pas confiance aux Jags, pas en tout. Moi non plus, mais j'ai aucune confiance. Je vais pour le club à domicile dans ce temps-là. Green Bay, Minnesota. Les Vikings vont recevoir les Packers. Ça va être un match chaudement disputé. Et je me suis rangé du côté des Packers. C'est le match de la fin de semaine pour moi, mais respect à l'équipe qui a 2 défaites dans l'année. Je vais prendre les Vikings à domicile. À chaque fois que je pense qu'ils vont perdre contre une bonne équipe, finissent par gagner. Je vais prendre les Vikings. Raiders, Saints en Nouvelle-Orléans. Les Saints vont l'emporter. Tu vois, je pense que. Alors, c'est pas le match de ce soir, là, mais j'y vais avec la poussée victorieuse des Raiders de la semaine passée. J'y vais avec les Raiders sur la route avec aucune confiance aussi de mon côté. Les Dolphins vont visiter les Browns dans le froid de Cleveland. Et on sait Ouais. que les Dolphins, c'est difficile quand il fait fret. C'est difficile quand il fait fret, mais les Browns avec, c'est difficile. Au Ouais. chaud, au froid, peu importe, Ouais. c'est toujours difficile. Fait que je vais pareil avec les Dolphins. Je suis avec les Dolphins également. Dallas Eagles à Philadelphie. Et là, le point d'interrogation, c'est Jalen Hurts du côté des Eagles. Moi, j'ai pris les Eagles. Mais si Jalen Hurts n'est pas là, je me range derrière les Cowboys. Même chose. Si Jalen Hurts est là, c'est les Eagles. S'il n'est pas là, je vais avec Cooper Rush sur la route. Les Cowboys, là, ils ont une fiche gagnante sur la route là, cette année. Il faut faire attention. Grosse victoire aussi. On peut jouer pour 500 chez les Cowboys. Si on gagne ce match-là, on joue 500 chez les Cowboys. Ça serait une victoire importante quand même. Tu sais, beaucoup de rumeurs de congédiement pour Mike McCarthy, l'entraîneur-chef. Il n'a pas eu son carrière le 3 quarts d'année. Je pense que, écoute, avec une bonne fin de saison, si on réussit à jouer pour 500, moi je pense qu'il va sauver son emploi. Mais Eagles, si Jalen Hurts est là, Cowboys, si c'est le remplaçant. Le football du dimanche soir opposera les Commanders à Washington contre les Falcons d'Atlanta. Et les Commanders imposeront leur loi à Washington. Ouais, j'avais dit calendrier facile chez les Falcons, mais je me suis trompé entre eux et, et leur
poursuivant au classement, qui est les Bucks, parce que les Bucks affrontent les Panthers de ce côté-là. Puis moi aussi, j'ai choisi les Commanders dans ce match-là. Et c'est là l'importance des Buccaneers de Tampa Bay de ne pas s'enfarger les pieds contre les Panthers, parce qu'on a vraiment une fenêtre qui s'ouvre si les Commanders gagnent cette rencontre-là. Pour moi, je vais parier avec les Commanders. Football du lundi soir, victoire assurée pour les Lions à San Francisco. Entièrement d'accord. Mesdames, messieurs, c'est ce qui complète notre segment 100% NFL. Il est 19h30 exactement. Ce soir, vous avez eu le droit à 2 segments, dont le premier qui était le segment LNH avec Simon Orfanos et Danick Boudreau, où on a parlé 100% CH. Et le deuxième segment, le meilleur pour la fin, le segment Primetime PD. On va changer le nom du segment. Ça va être le segment Primetime PD. Tu cherches à faire pardonner pour cette saison, quoi. Oui, non, mais ça m'est venu en tête tantôt. J'étais là, on va l'appeler segment Primetime PD. On va lâcher le segment sur le terrain. Peut-être l'année prochaine, on regardera ça. On verra ça. Mesdames, messieurs, en mon nom et celui de toute l'équipe du podcast Échec Avant, on vous souhaite une joyeuse veille de Noël. Un joyeux Noël, du bon temps en famille, de joyeuses fêtes et on se dit à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous au podcast Échec Avant. Pierre-David, joyeuses fêtes à toi et à ta famille. Joyeuses fêtes à toi aussi, à ta petite famille aussi. J'espère que tout le monde va être en santé pendant tout le temps des fêtes. Amuse-toi bien avec ta petite famille, ta femme, tes enfants, etc. Pareillement, soyez sages, soyez prudents si vous prenez de l'alcool. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant